On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On l'a reçue il y a quelques années alors qu'elle démarrait des matchs d'impro en guise de levée de fonds pour l'aider, elle et son conjoint, pour leur fils lourdement handicapé. On est quelques années plus tard, les matchs d'impro existent encore aujourd'hui et cette dame affiche toujours un large sourire et une formidable résilience. À nouveau, Marie-Claude Audet. Rendez-vous pour le vendredi 13 mai, 19h30 à la polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu pour cette super levée de fonds, match d'impro pour Édouard. Avec nous, sa maman, Marie-Claude Audet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Comment va-t-il, Édouard? Bien. C'est des montagnes russes avec Édouard, mais là, on est peut-être dans une côte ascendante qui va peut-être descendre. Quel âge a-t-il? Il va avoir 8 ans et ce qui est amusant, c'est qu'il va avoir 8 ans le 13 mai. Donc, le soir de la levée de fonds, c'est son anniversaire. C'est pas la première levée de fonds que vous faites pour Édouard. C'est la 4e. Je sais que certaines personnes vont me dire, bien là, vous n'êtes pas tanné. Oui, en fait, je peux dire, c'est que c'est une nécessité et on aimerait mieux ne pas en faire, dans un sens que j'aimerais mieux que mon fils soit autonome, puis avoir, par exemple, je dis ça comme ça, mais de l'aide du gouvernement, que de devoir, moi, faire toutes ces démarches-là pour arriver à avoir une maison adaptée à la condition de mon fils en ce moment, là. Donc, c'est ça. Puis, je suis chanceuse d'avoir Réal Bossé qui revient d'année en année avec sa gang de la LNI parce que c'est une chance inouïe que j'ai, là, puis je l'apprécie du plus profond de mon cœur. Voilà. Bon. Parce que vous, donc, Édouard a 8 ans aujourd'hui, oui. Mais vous n'êtes jamais retourné sur le marché du travail? Jamais. Je n'ai jamais pu. En fait, je ne sais jamais mon horaire d'une journée à l'autre. Comme ce matin, j'étais à Sainte-Justine. Mes rendez-vous étaient à 9 h. Je suis revenue chez moi à 2 h cet après-midi. Donc, quand bien même que je dirais à mon patron, je pars l'avant-midi, non, je ne reviens pas. Puis, dépendamment des résultats qu'on a lors de ces rendez-vous-là, ça se peut qu'on reste là-bas. Puis, quand il attrape un virus, Édouard, il ne parle pas. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Ça peut dégénérer rapidement et on va être hospitalisé. Donc, c'est non. Bon, pour que les gens comprennent bien, Édouard a 8 ans. Oui. Il est atteint d'une maladie orpheline qu'on appelle le syndrome de Opitz-C. Opitz-C, pardon. Et on le sait, dans le cas des maladies orphelines, c'est très, très long avant d'avoir un diagnostic. Oui. Et même quand on en a un, il n'est pas fidèle nécessairement à 100 Pas du tout. Bon, expliquez-nous pour que les gens comprennent quand Édouard est venu au monde, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Quand Édouard est venu au monde, il n'y avait rien de spécifique à part une petite pointe dans le front. Les os étaient soudés. Là, on n'a pas compris parce que, tu sais, détail, j'ai eu une césarienne, donc c'est pas normal qu'un crâne de bébé soit soudé au milieu du front. Donc, on a tout de suite été référé à Sainte-Justine pour comprendre cette suture-là. Mais ça a pris 2 ans avant d'arriver à un diagnostic. La façon que ça fonctionne en génétique, ça fonctionne par élimination. Donc, on prend, par exemple, un syndrome qui a des signes mineurs. Les signes mineurs en génétique, ça va être, par exemple, on a un petit doigt croche comme ça. On a la distance entre le nez et la lèvre en haut qui est plus longue. C'est des choses qui s'accumulent. Donc, Édouard avait 13 signes mineurs qui étaient non typiques. Et le syndrome de Opitz-C était celui qui correspondait le plus sur les 36 critères du syndrome d'Opitz-C. Édouard en possède 13. Donc, c'est 1/3 des critères, mais on a apposé ce diagnostic-là parce que ça ressemble, la condition générale ressemble. Mais au-delà de l'observation du crâne qui était soudé, en quoi son développement a-t-il été différent d'un autre enfant de 0 à 2 ans? Oui, Édouard avait pas... Il ne nous regardait pas quand on lui parlait, puis il n'y avait pas de tonus. Sauf que nous, c'était notre premier enfant, on ne savait pas. Puis on a réussi à avoir une place en CPE, ce qui est comme une chance incroyable au Québec, des fois, quand ils sont petits. Il est rentré à 5 mois au CPE, mais tout de suite, l'éducatrice qui était là, elle a été assez allumée pour nous mettre la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Parce qu'on savait que oui, le crâne il y avait une malformation, mais on s'était fait dire que c'était peut-être banal, puis que ça pouvait juste être une malformation qu'on pouvait corriger avec une chirurgie. Sauf que Édouard ne nous regardait pas, puis il gardait les points comme ça en haut. Ça descendait pas. Puis nous, on trouvait ça mignon, mais c'était pas mignon. Ouais. Donc, c'est ça, c'est en faisant... On est allé voir en pédiatrie quand il y a eu 5 mois, un pédiatre à Sainte-Justine qui a fait « Ah là là, il y a peut-être quelque chose » parce que il y avait... En fait, c'est qu'Édouard avait aucun réflexe, aucune chose innée sauf respirer, cligner des yeux, tu sais, les choses de base, mais il a fallu tout lui montrer de A à Z. Donc, c'est comme un ordinateur vide dans lequel on rentre des logiciels et on en rentre encore. Là. À 8 ans, il commence à peine à marcher avec une marchette. Mais pendant les 2 premières années de sa vie, j'ai descendu ses bras, puis j'y ouvrais les doigts pour qu'un jour, ça descende. Puis un jour, c'est descendu, puis maintenant, il manipule les objets. Mais
c'est ça, c'est que la mastication, ça a pris 4 ans et demi. Donc, on faisait des exercices de mastication, marcher à 4 pattes. Lui, on le mettait à 4 pattes, il attendait. Il n'y avait pas la notion de bouger. Fait qu'il a fallu tout lui montrer en physio, en ergo, en orthophonie, des choses comme ça. Donc, c'est principalement quoi le syndrome? Ça touche le développement de l'enfant? Oui, dans le fond, c'est un syndrome qui atteint le développement neuromoteur. C'est sur les 2 sphères. Donc là, oui, Édouard a une déficience intellectuelle profonde parce qu'à 8 ans, il est comme un enfant d'1 an et demi, 2 ans en ce moment. Mais tout est retardé, mais son syndrome est particulier que tout est possible. Donc, moi, je corresponds avec... Parce qu'Édouard est le seul au Canada en ce moment à avoir ce syndrome-là. Il y en a 40 dans le monde entier, à peu près une quarantaine de cas. Puis on a, grâce à Facebook, maintenant, on a un forum des APC internationaux. Et dans la correspondance qu'on établit, il y a des enfants, bien, c'est des adultes, mais à 20 ans, qui se mettent à parler. Il y en a un à 11 ans, il s'est mis à marcher. Un autre à 21 ans, il est propre, parce que moi, Édouard est encore aux couches. Donc, il y a toujours quelque chose qui peut se produire, mais on ne sait pas quand. Donc, c'est comme s'il assimile les informations, mais il ne peut pas les reproduire comme nous. Comme là, maintenant, c'est ça, il est en marchette, puis on n'aurait jamais cru qu'il pouvait se tenir debout. Donc, on est là. Donc, pour vous, chaque apprentissage est une petite victoire. Ah, c'est une grande victoire. Ou une grande victoire, c'est ça. Vraiment. C'est une accumulation de petites victoires qui, au final, fait que pour vous, moi, si j'avais une ligne verte à TVA, j'appellerais à chaque fois qu'il fait quelque chose de nouveau parce que c'est tellement gratifiant. Wow. Oui, pour nous puis pour notre entourage parce que Édouard, tu sais, souvent, les gens ils pensaient qu'il était autiste parce qu'il ne nous regardait pas. Mais maintenant, il nous regarde, c'est qu'il n'était pas capable de le faire. C'était pas une non-volonté, c'était vraiment dans sa faculté à lui. C'était trop difficile de faire ça en même temps que prendre un objet. Donc là, on est dans les acquisitions permanentes. T'sais. Comme là, maintenant, il se promène en marché dans la maison, puis il vient à nous. Nous, on est comme en pamoison là, parce que notre enfant se déplace par lui-même, puis il joue à notre hauteur. T'sais. Parce que les gens qui ont des enfants typiques voient leurs enfants se développer à 1 an, 2 ans, ça grimpe sur les meubles. Moi, il y a 8 ans, les meubles, c'est tout très haut, donc tu sais, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que ça impose ou qu'est-ce que ça exige d'être le parent ou la maman d'Édouard? Ça exige un don de soi, puis une acceptation de la condition de l'enfant, puis d'aller à son rythme à lui. Il n'y aura pas à mon rythme à moi. Donc ça, je l'ai compris, mais ça m'a pris du temps parce que moi, je suis une personne un peu hyperactive. J'aime ça quand ça bouge, il faut que ça aille vite. Avec Édouard, c'est complètement l'inverse. Donc, je ne peux pas le pousser à aller plus loin que ce qu'il peut faire. Et ça m'a appris beaucoup sur la vie en général, parce qu'on se rend compte qu'il y a bien des gens aussi qu'on ne pourra pas emmener là où on voudrait les emmener. On doit respecter le développement de chaque personne. C'est sûr que moi, mon but à Édouard, c'est de lui montrer quoi faire puis d'essayer de l'emmener au maximum de ce qu'il peut faire. Mais c'est aussi un sacrifice professionnel. Moi, j'aurais aimé travailler. J'ai une maîtrise en création littéraire. Je voulais être professeure au cégep, faire un doctorat ou des choses comme ça. Donc, c'est tout ça, cet aspect-là. Moi, je me suis retrouvée une maman à la maison, pas de salaire, avec une dette étudiante de maîtrise, avec un conjoint, par chance, qui est resté. Puis on s'aime encore beaucoup. Mais moi, je suis bien chanceuse de vivre ça parce que je connais beaucoup de familles que les couples éclatent parce que c'est difficile au quotidien. Mon fils ne peut ne pas dormir pendant 5 jours. Puis ça, c'est hallucinant à vivre là, au quotidien quand il ne dort pas. Toi non plus, tu ne dors pas. Puis il fait de l'épilepsie réfractaire, donc il fait une diète cétogène. Fait que, tu sais, je sais que les gens ne connaissent pas ça, mais c'est très lourd au quotidien à assumer, dans le fond. Donc, c'est un boulot à temps plein. Oui. Ben, c'est un boulot. On est la mère de cet enfant-là, mais ça exige des heures et des heures et des heures. Oui. Souvent, je le dis aux gens, c'est comme un bébé ou une personne très âgée en perte d'autonomie. Ça dépend comment on veut le voir. Parce que moi, c'est drôle à dire, vu qu'il a 8 ans, il perd, excusez l'anglicisme, là, mais la quiétude de l'enfant. Parce que là, par exemple, des couches, c'est plus grand et tout ça. Donc là, les gens, ils commencent à avoir une espèce de réticence à s'en occuper. Tu sais, ça devient... Moi, je croyais que ça deviendrait plus facile et non, ça devient plus lourd au quotidien, un enfant handicapé qui grandit. Il y a quelques semaines, Tout le monde en parle, il y avait des mamans là, qui avaient tous là, des enfants handicapés à différents niveaux qui étaient là pour faire un plaidoyer à l'égard des instances gouvernementales, du ministre Barrette, entre autres, qui était sur le même plateau le soir même. Parce que, vous l'avez dit tantôt, vous avez une dette étudiante, vous n'avez jamais vraiment pratiqué votre métier. Pas du tout. Non. Vous vous retrouvez sans salaire parce que vous ne travaillez plus. Moi, j'ai pas de régie des rentes, j'ai pas de chômage, j'ai pas de congé, j'ai pas... Moi, j'ai une retraite dorée, là, on s'entend. Non, mais c'est ça, j'ai aucun revenu.
Vous nous avez fait un peu le descriptif de ce que ça exige pour vous-même s'occuper d'Édouard. Ouais. Mais financièrement, qu'est-ce que ça exige d'avoir un enfant comme Édouard? Ça exige beaucoup d'adaptation. Tu sais, comme le domicile, le gouvernement octroie 16 000 aux 5 ans pour adapter la maison. Mais on s'entend qu'avec 16 000 en rénovation, construction, c'est pas beaucoup. Puis c'est pas parce que c'est aux 5 ans, ça devrait être... Souvent, là, je m'en rends compte, là, on l'a fait il y a 2 ans pour avoir une rampe d'accès, mais on en aurait besoin cette année parce qu'on a besoin de choses adaptées en ce moment. On a besoin d'agrandir la maison, puis on peut pas, parce qu'on n'a pas cette subvention-là avant 5 ans, mais plus le délai d'attente, tu sais, on sait ce que c'est au Québec, là. C'est très long, c'est des procédures, c'est très lourd, mais financièrement, c'est les médicaments aussi. La médication qu'Édouard prend, c'est souvent des médicaments d'exception, donc avoir des lettres justifiant l'usage de telle médication, puis les assurances, à un moment donné, ils ont des limites aussi. Puis ça implique plus vieillir, c'est ça que je disais, c'est plus lourd pour moi puis mon conjoint, physiquement. Donc moi, j'ai un dos blessé, et là, ça implique des coups de physio, des médicaments, du stress, parce que ça implique beaucoup de stress, un enfant, qu'on ne sait jamais comment il va aller. Des fois, le hamster, là, la nuit, il spin. Là. Justement, je reviens au témoignage de ces 3 mamans, tout le monde en parle, qui disaient, dans le fond, si je place mon enfant ou si c'est même quelqu'un de ma famille qui s'en occupe, il sera rémunéré en fonction, mais moi, sa mère... j'ai pas de rémunération liée à la condition de mon enfant. C'est un peu délicat, ça. Moi, je dirais, il y a Diane Chenevert, qui est la directrice du Centre Filou, qui est un centre de répit auquel Édouard a droit, qui disait que le gouvernement, en fait, le Québec, a choisi, sans méchanceté envers personne, a choisi d'aider les personnes âgées parce que les enfants handicapés, c'était pas sexy. C'est les mots qu'elle a employés, puis j'avais trouvé ça un peu comme choquant, mais réaliste, parce que nos enfants, malheureusement, ils n'apportent pas à la société ce que la société s'attend des citoyens. Ce ne sera pas des payeurs de taxes. Tu sais, c'est difficile à expliquer. Puis en fait, Parents jusqu'au bout, j'appuie leur mouvement, mais je ne suis pas dans leur mouvement. Tu sais, je ne suis pas active dans ça, parce que moi, je juge que j'en ai assez à faire de mon côté. Puis, c'est ça, Mais c'est difficile aussi de dire qu'on mérite le même salaire qu'une famille d'accueil, parce que les familles d'accueil ont un rôle tellement important à jouer. On peut pas... C'est ça qui est difficile, je trouve. On ne peut pas aller chercher l'argent des familles d'accueil pour les donner aux parents qui restent à la maison, parce que ces familles d'accueil-là sont nécessaires. Il y a des familles qui ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants pour des blessures, pour des détresses psychologiques, des choses comme ça. Mais il y aurait moyen, je pense, d'aller aider les familles au quotidien avec, je ne sais pas comment, là, c'est sûr que... Puis, tu sais, d'un autre côté aussi, moi, je nous trouve chanceux au Québec. On a quand même des appareils qui nous sont fournis. On n'est pas dans la rue, mais on n'a pas les sous pour maintenir à domicile nos enfants qui grandissent. Moi, c'est ça que je trouve. Je comprends évidemment de par votre discours que pour vous, placer Édouard, ce n'est pas une option. Non, non. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui arrivent à cette décision-là? Oui, puis ça, c'est difficile parce que un enfant, tu ne le mets pas au monde pour t'en débarrasser. En fait, pas moi, là. Nonobstant sa condition, c'est mon enfant, je l'adore. Mais je peux vous dire, tu sais, en toute honnêteté, quand il fait ces espaces de pleurs de 5 jours, de ne pas dormir, pas manger, 5 jours de temps, un enfant qui hurle, il y a un moment donné où tu te dis, OK, je suis plus capable, tu sais. Puis, heureusement, Édouard a cette faculté-là de revenir tout souriant. Le jour où ça arrête, c'est comme si c'était rien passé. On oublie ça. Mais dans ces moments-là, oui, il y a un moment où tu te dis, est-ce que je serais pas mieux d'aller le confier à une autre famille pour récupérer? Mais on ne s'est pas rendu là encore. Avez-vous du répit? Pas, non. Rarement ou jamais? Non. On a le Centre Filou qui accepte Édouard, parce que sa condition est acceptée là, mais il n'y a pas beaucoup de centres de répit spécialisés. Par exemple, il y a le Centre Lefort à Montréal, mais qui est pour les soins palliatifs. Édouard n'est pas dans les soins palliatifs. Donc, on a seulement le Centre répit Filou à Montréal. Et ça, c'est difficile parce que c'est le trafic. C'est des coûts aussi. Ce n'est pas gratuit, les répits. Là. Fait que c'est ça. Comment voyez-vous l'avenir d'Édouard? Il a 8 ans, mais un jour, il en aura 10, 12 ou 15 ou 20 ou je ne sais trop. Mais et votre propre avenir à vous au travers ça? Moi, je ne le vois pas. Non, hein? Non, parce que ça fait trop peur. Loin. Ça fait trop peur. Parce qu'on sait, comme là, Édouard, il est à l'école Marie-Rivier, qui est une école spécialisée. Ça, c'est une vraie chance parce que ça nous libère le jour. Puis, tu sais, quand il n'est pas malade ou tout ça, j'ai quand même une vie qui revient un peu entre 8 et 3.
Ouais, on s'entend, je récupère. Mais à 21 ans, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Je sais, ça, c'est l'autre affaire. On ne veut pas y penser. Puis c'est ça, tu sais, comme moi, par exemple, je blague avec ça, mais j'ai un dos qui est blessé, mais ça va être quoi dans 10 ans? Tu sais? Parce que, admettons qu'Édouard marche en marchette, mais qu'il ne marche pas plus que ça. Ça va être les lifts dans la maison, ça prend de l'aide à domicile, ce qu'on n'a pas. Puis c'est ça qui est difficile au Québec, on n'a pas d'aide à domicile tant qu'ils sont enfants, en bas âge, parce qu'ils considèrent qu'on est capable de les supporter. Mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, une blessure, après ça, c'est ça, t'es pris. Mais là, l'avenir, moi, professionnellement, aucune idée. Moi, je carbure au présent, j'ai pas le choix. Tu sais. Puis je carbure au sourire de mon fils qui m'apporte à tous les jours, puis aux connaissances que j'acquiers, parce que je suis rendue presque une infirmière, praticienne, médecin. Il y a des choses que je comprends que j'aurais jamais touchées. Puis aussi, grâce au lever de fonds, des choses comme ça, je me réalise dans une sphère que j'aurais jamais imaginée. J'ai des rencontres avec des artistes. C'est des choses que j'adore faire. Fait que peut-être, moi, un jour, ce que je rêve, c'est de pouvoir faire des levées de fonds pour d'autres familles. Parce que j'aimerais ça que ma situation, un jour, se stabilise. Ouais. Puis c'est ça qui est difficile, parce que j'en fais une 4e année, mais j'aurais espéré en faire pour quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas rendue là. Vos 3 premières éditions de matchs d'impro avec Réal Bossé, Eleni et compagnie, c'est arrivé comment dans votre vie? C'est arrivé grâce à Réal Bossé, parce que moi, j'ai toujours fait des quiz de télé. Il y a des gens dans la vie qui font des quiz de télé. Moi, j'ai fait ça depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé avec les Mordus. Donc, ça fait 18 ans que je fais ça. J'en fais peut-être un par année ou 1 ou 2 ans, parce que j'aime ce milieu-là, le milieu télévisuel et tout ça. Puis j'ai beaucoup de culture générale, parce que ça, je suis un rat de bibliothèque. Puis j'ai fait ça, puis c'est un tournage avec Réal Bossé, une émission. Il y avait 5 émissions à tourner en une journée, mais mon fils, ça faisait 4 nuits qu'on ne dormait pas, puis il était en épilepsie, tu sais, bleu et tout, puis ça allait pas bien. Fait que j'arrêtais pas de rire sur le plateau, parce qu'à un moment donné, tu fais comme, ça va pas, mais c'est pas grave. Puis Réal a trouvé ça comme impressionnant, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Puis moi, j'ai juste dit, des pneus d'hiver. J'étais là. Puis là, il dit, mais t'es ben trop drôle. Il dit, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben une vanne, parce que j'avais besoin d'une minivan adaptée. Mais il dit, je vais te la trouver, ta vanne. Puis là, tu fais comme, ben oui. Oui. Puis là, Réal m'a dit, je vais t'organiser un show avec l'impro. Il dit, es-tu capable de te trouver une salle puis du monde? Je dis, ben oui, je vais te trouver ça. Puis ça s'est fait comme ça. Puis j'y croyais pas sur le coup. Puis tu dis, tu sais, souvent les artistes te proposent quelque chose, mais ça passe. Non, on est sortis de nos loges respectives, tous les deux avec un crayon papier dans les mains. Puis là, j'ai fait, c'est réel, là. Ouais. Fait que là, je peux vous jurer que j'ai pleuré, je pense, pendant 2 heures à cette annonce-là, parce que tu vois une porte comme. Puis organiser un show d'impro, pour moi, c'est vraiment valorisant, parce que j'aime beaucoup la scène, puis je trouve que l'impro, c'est quelque chose de réel qu'on ne peut pas détruire en ce moment avec le virtuel et tout ça. C'est quelque chose de concret. Là, comment s'est passé les 3 premières éditions? Vraiment génial. L'année passée était difficile parce qu'Édouard était très malade à ce moment-là. Donc, moi, j'avais prévu l'amener sur scène pour le présenter aux gens, mais on ne pouvait pas. Puis pendant le spectacle, j'étais en stand-by à savoir est-ce qu'on le rentre à l'hôpital, est-ce que, tu sais, il était sous morphine à ce moment-là. Donc, c'était difficile, mais je vous dirais que ça a été la plus belle levée de fonds émotivement, parce qu'on dirait que les gens ont senti ça dans la salle. Puis il y avait une espèce de... Tu sais, moi, les levées de fonds, je fais ça, oui, pour ramasser des sous, mais l'énergie qui se dégage là, ça nous permet de continuer. C'est comme de voir tous ces gens-là réunis pour nous aider, nous supporter. C'est magique pour vrai. Là. Si toutes les familles pouvaient vivre ça, là, ça les aiderait beaucoup. Et les 3 premières éditions ont rapporté à peu près combien? Environ entre 10 et 15 000. Ça varie. Chacune? Oui, chacune. Ce qui fait qu'on a pu se procurer la minivan adaptée, parce que c'est quand même 30 000. Fait que les 2 premières années ont servi à payer ça. Parce que moi, j'ai acheté la minivan la première année, j'ai mis un gros cash down, puis mon conjoint a fait « Qu'est-ce que tu viens de me faire? » C'est parce qu'il y a des paiements qui rentrent. Oups! Mais moi, j'étais dans ma bulle. Fait que donc, la 2e année, on a fait ça. L'année dernière, on a réussi à conserver un certain montant pour pouvoir adapter la maison cette année. Donc, c'est ça. Là, on fait un cumulatif de ce qu'on espère ramasser cette année pour pouvoir peut-être avoir une rallonge à l'automne. On espère. C'est ça. Puis moi, j'espère faire une Chantal Lacroix de moi-même pour avoir des matériaux ou du temps, parce que c'est ça qui coûte cher. Je me rends compte en construction. Parce que c'est ça, on a besoin de ça. C'est pas un caprice, là, la rallonge qu'on a besoin chez moi. Mon fils, il vient avec 4 appareils gros. Tu sais, c'est dans ma salle à manger en ce moment. Puis là, il va se déplacer en fauteuil roulant. Mais on a des seuils de porte, donc il faut adapter pour qu'il puisse se déplacer puis que nous, on puisse aussi circuler facilement. Là. Donc, on est là. Fait que, je ramasse, si jamais, il y en a qui nous écoutent puis qui veulent participer à ce projet-là,
Moi, je suis prête à revenir vous voir puis dire « Hey, on a réussi! » Puis on a eu telle compagnie qui est venue nous aider. Parce que c'est ça, moi, j'aime beaucoup ces émissions-là. C'est ça que je trouve drôle. Au Québec, on a tellement... C'est plate à dire, là, j'aime pas ça frapper sur le gouvernement, mais on a tellement pas d'aide que des familles en détresse, on se réfugie dans la télévision, dans l'espèce de merveilleux des gens qui pourraient nous donner quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Puis ça, c'est particulier, mais moi, je trouve qu'il y a sûrement des gens qui sont capables de le faire sans avoir des caméras braquées sur eux. Je pense que les gens sont tous un peu concernés, puis il n'y a rien de mieux. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup donner au suivant. J'ai peut-être l'air de la fille qui ramasse, mais dans mon quotidien, j'aide beaucoup les autres, puis c'est quelque chose que je veux partager. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que les besoins, c'est vraiment des besoins de base. De base, oui. Parce que l'aide gouvernementale est insuffisante pour la condition et la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Si j'avais la chance d'avoir le même statut qu'une famille d'accueil, mon adaptation de domicile serait faite. Puis j'aurais probablement pas à la débourser, ce qui est une totale absurdité. C'est un non-sens total. Oui, c'est un non-sens, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est difficile à comprendre parce que, je veux dire, j'ai besoin de ces équipements-là. C'est pas des caprices, tu sais, c'est pas... mon fils, là, j'ai pas le choix de le changer sur un lit électrique parce que je peux pas le changer par terre. Il est grand. Tu sais, c'est des choses comme ça. C'est dur à expliquer. Dans un quotidien, les gens me disent, bien voyons, mais oui, tu sais, c'est de base, là, oui. Comment se passe l'événement? Donc là, c'est vendredi le 13. Le vendredi 13, on aime ça. Mai, à la polyvalente Armand-Asco. Vous faites ça dans l'auditorium, la cafétéria? Oui, c'est à l'auditorium. 19h30, c'est 20 du billet. Oui. Là, pour le moment, bon, Réal Bossé lui-même est confirmé. Oui. Là, vous attendez d'autres confirmations qui devraient venir là, dans les jours. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident de réserver des artistes pour une date précise. Donc, ça s'en vient. Là. On est là-dedans dans les derniers noms à sortir. Mais, tu sais, comme moi, je blague, mais Pierre Hébert s'est fait un show mystère. Donc, moi, je pourrais dire Réal Bossé et ses invités. Puis mystère. Mais ça va être des artistes de toute façon. Tu sais, l'année passée, on a eu Salomé Corbeau, Sylvie Moreau, Isabelle Brouillette. Et la première année, on a eu Charles Lafortune. Donc, tu sais, on ne sait jamais ce qui va sortir de la boîte à surprise, mais c'est sûr qu'elles sont belles. Ça se déroule, c'est un match d'impro contre les élèves de la pantouflerie, de la polyvalente. Puis ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est un show qui vaut la peine. Moi, je vois les sourires des gens dans la salle, puis je le ferai gratuitement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais c'est magique. Les gens, ils rentrent, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ça rit. Il y en a qui me disent que c'est le meilleur spectacle qu'ils ont vu dans leur vie. Puis, tu sais, c'est accessible à tout le monde. Là. Il n'y a pas de... De mémoire, la salle a une capacité de quoi? 250, 300 à peu près? 340. 340? Bon, elle sait. Hein? Elle sait. 340 places. Puis les 3 premières années, avez-vous... C'est toujours plein. C'était plein? Oui. Des fois, j'ai été obligée d'en refuser à la porte, ce qui est dommage. Mais c'est ça. Donc, ça part vite. Là, vous avez une page Facebook aussi? Oui, j'ai une page Facebook, La levée de fonds d'Édouard Boutin. Puis, les billets sont en vente en ce moment à la librairie Moderne. On n'a pas les affiches encore, donc, mais ils sont disponibles en ce moment. Puis moi, je prends aussi les réservations personnelles pour les gens qui peuvent réserver d'avance. Donc, les gens qui vont sur Facebook, levée de fonds, Édouard Boutin, match d'impro, dans le champ de recherche, là, ça va arriver assez rapidement. Vous allez pouvoir rentrer en contact et avoir tous les détails. 4e édition. Oui. C'est devenu une annuelle, c'est très drôle. Et là, il y en aura une 5e, une 6e, une 7e. Et on espère toujours que non, mais c'est ça, on est toujours dans le... On le sait pas. J'aimerais la faire pour quelqu'un d'autre, mais on verra. Il paraît que dans la vie, il faut s'aider soi-même pour aider les autres. Fait que c'est ça que je fais en ce moment, mais oui. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, vous avez un sourire, une joie de vivre incroyable, une résilience totale? La folie. Non. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Ce qui adonne bien dans une vie comme la mienne, puis comme la nôtre, parce que c'est une vie familiale, mais j'ai toujours été bien excitée, bien de bonne humeur. Ouais. Puis ça m'a permis de l'être plus, je pense, parce que je vis des gros drames. Ça fait que quand tu touches le fond, quand ça remonte, tu remontes. Tu veux rester là. Avez-vous d'autres enfants? Non. On est dans le 25 de chance d'avoir un 2e enfant lourdement handicapé. Ah oui. On va laisser la chance aux autres. Parce que... La mathématique de la génétique n'est pas favorable. Nous, on est tellement chanceux qu'on aurait des triplés. La prochaine fois, triplé handicapé, on va laisser faire. Je comprends. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Vraiment. Pour la suite, bonne chance également pour ce match d'impro le vendredi 13, 19h30 à la Polyvalente. Donc, allez faire un tour et donc, ça sera bien sûr fort agréable et surtout pour une bonne cause. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
télévision du Haut-Richelieu. Dimanche 29 mai de 10 à 14 heures au Carrefour Richelieu, c'est le défi tête rasée au profit de Leucan. Donc, il y a plusieurs personnes, évidemment, qui y participent. C'est un gros événement. On vous invite, bien sûr, à y participer. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil de ville, on retient des extraits qu'on vous diffuse sur 2 émissions. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct au câble 09, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, 358-1912 ou tvhr9.com. Si vous visitez notre site Internet, vous allez retrouver toutes nos émissions et revoir nos entrevues. Et pour me joindre entre-temps par courriel, Éric Loto en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.